Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 22 janvier 2025, épisode 166. Je suis Marc-Frédéric Gomez, de retour dans les terres du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, exploitation de Microsoft Teams par des groupes de rançongiciels. Les cybercriminels utilisent Microsoft Teams pour mener des campagnes d'ingénierie sociale sophistiquées. 13 000 routeurs microtiques compromis et transformés en botnet. Un réseau de routeurs microtiques piratés est utilisé par des campagnes de spam et d'autres activités malveillantes. Plujdemoon, une campagne d'APT ciblant la Corée du Sud. Un groupe d'APT soutenu par la Chine, Plujdemoon, a mené une attaque de chaîne d'approvisionnement via un VPN coréen. Starlink et la géolocalisation, les avantages et les limites. C'est un article du Sens qui explore l'impact de l'infrastructure Starlink sur la géolocalisation des utilisateurs, offrant des améliorations notables, mais soulevant des défis pour certains sites bloquant les adresses IP associées à des services satellites. Vous retrouverez bien entendu l'ensemble des sources qui m'ont permis la création de cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. Des groupes de rançongiciels exploitent actuellement Microsoft Teams pour mener des attaques sophistiquées d'ingénierie sociale, notamment le groupe Black Basta, qui se fait passer pour le support informatique en contactant les employés via Teams prétendant les aider à gérer une prétendue attaque de spam. L'objectif est d'inciter les victimes à installer des outils d'accès à distance comme AnyDesk et d'utiliser l'assistance rapide de Windows, permettant ainsi aux attaquants de prendre le contrôle des appareils des victimes. Une fois l'accès obtenu, les attaquants déploient des charges utiles malveillantes telles que antispamaccount.exe et antispamupdate.exe et installent ensuite des outils comme Cobalt Strike pour maintenir un accès persistant et se déplacer latéralement au sein du réseau de l'entreprise. C'est une attaque qui a commencé déjà il y a plusieurs années. En 2024, ça a bien continué et 2025, ils sont partis. Donc il faut savoir que c'est Register, notre tabloïd britannique favori, qui nous recommande de restreindre les communications externes sur Microsoft Teams. Bon, c'est là qu'on voit la limite quand même, parce qu'aujourd'hui, des entreprises qui bloquent les communications externes sur Microsoft Teams, elles vont pas travailler avec beaucoup de fournisseurs ou de clients. N'autoriser que les domaines de confiance, activer la journalisation des événements, de chat, pour détecter les activités suspectes et de former régulièrement, et c'est ça la vraie recommandation, c'est former. On parle pas de sensibiliser. Sensibiliser, c'est du bullshit. C'est voilà, vous répondez pendant 10 minutes à des questions, vous faites semblant d'avoir compris. Alors que quand on forme régulièrement les employés aux techniques d'ingénierie sociale, là, on a des vrais résultats. Formation, messieurs. Formation, mesdames. Un réseau mondial d'environ 13 000 routeurs microtiques compromis a été utilisé comme botnet pour diffuser des logiciels malveillants via des campagnes de spam. Ces attaques exploitent des enregistrements DNS mal configurés pour contourner les mécanismes de protection des emails, permettant aux emails malveillants de sembler provenant de domaines légitimes. Les attaquants ont installé des scripts sur les routeurs compromis pour activer le protocole SOX, transformant chaque appareil en proxy et masquant ainsi l'origine réelle du trafic malveillant. Cette configuration facilite des activités cybercriminelles telles que des attaques par déni de services distribués, ce qu'on appelle des DDoS, ou des campagnes de phishing. L'une des vulnérabilités exploitées est la CVE 2023 30799. C'est une faille critique qui permet une élévation de privilèges et l'exécution de codes arbitraires. Alors, bien entendu, si vous utilisez des routeurs microtiques, vous n'êtes même pas encouragé. Il faut mettre à jour les firmware et modifier les identifiants par défaut pour prévenir de telles compromissions. On a beau le répéter à chaque épisode, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. De plus, les campagnes de spam qui profitent de configurations SPF, c'est ce qu'on appelle les Sender Policy Framework, trop permissives, notamment l'utilisation de l'option plus all dans les enregistrements TXT de plus de 20 000 domaines qui ont été référencés lors de cette attaque. Cette configuration permet aux attaquants d'envoyer des emails et se faire passer pour des domaines légitimes, contournant ainsi certaines protections de sécurité des emails. Donc pour nous, experts en cybersécurité, comme pour les administrateurs d'équipements de réseau, il faut vérifier, corriger les configurations SPF dans leur domaine afin de renforcer ces sécurités de communication par email. Et surtout, il faut supprimer les identifiants et les mots de passe par défaut. Je ne sais pas comment je devrais le répéter. J'aurais faire un jingle là-dessus à la rigueur. Un groupe de menaces persistantes avancées, ce qu'on appelle un APT, aligné sur la Chine, nommé Plujdemoon, a été identifié comme responsable d'une attaque par chaîne d'approvisionnement ciblant un fournisseur sud-coréen de réseaux privés virtuels de VPN en 2023. Selon les recherches d'E7, les attaquants ont remplacé l'installeur légitime du VPN par une version malveillante qui déploie également un implant spécifique du groupe nommé Slowstepper. Slowstepper est un cheval de Troie
d'accès à distance sophistiqué composé de plus de 30 modules programmés en C++, Python et Go. Ces modules permettent diverses fonctionnalités malveillantes, notamment la collecte de données et la surveillance, entre guillemets, clandestine, via l'enregistrement audio et vidéo. Ces attaquants ont également détourné des canaux de mise à jour de logiciels légitimes et exploité des vulnérabilités de serveurs web pour obtenir un accès initial au réseau ciblé. On est vraiment sur une belle compromission, c'est fait à un bon niveau. On est sur de l'APT presque haut de gamme, parce qu'un APT haut de gamme, on a du mal à le détecter. Là, 1 an après, on a un retour de la part des chercheurs d'E7. Et ce qu'on voit, c'est que l'attaque a été découverte qu'en mai 2024, lorsque du code malveillant a été détecté dans l'installateur NSIS pour Windows, téléchargé depuis le site web d'un fournisseur de logiciels VPN nommé Ipany. Donc c'est IPANY. L'installateur, compromis, installait à la fois le logiciel légitime et le cheval de Troie Slow Steeper. Les données télémétriques d'E7 indiquent que plusieurs utilisateurs ont tenté d'installer ce logiciel trojanisé dans des réseaux associés à une entreprise de semi-conducteurs et à une société de développement de logiciels en Corée du Sud. Donc on est vraiment sur une attaque par APT. Ce sont des cybercriminels associés à des États, mais on voit bien que c'est l'espionnage. L'objectif, c'est de récupérer de l'information. C'est pas de récupérer des fonds financiers. Le processus d'infection commence par l'exécution de l'installeur compromis qui établit une persistance sur l'autre, lance un chargeur responsable de ce qu'on appelle de l'exécution d'un shellcode. Ce shellcode charge ensuite une DLL malveillante qui extrait d'autres fichiers utilisés pour charger l'implant SlowSteeper à partir d'un fichier winlogging.gif. Et il faut savoir que SlowSteeper est en développement depuis janvier 2019 et la dernière version compilée qui est officiellement sortie date de juin 2024. C'est-à-dire qu'ils sont pas sur le fait, ils vont améliorer leur malware entre guillemets de façon continue. Pour la communication avec les serveurs de contrôle, ce qu'on appelle les C2 ou les CNC, SlowSteeper construit une requête DNS pour obtenir un enregistrement TXT d'un domaine spécifique en utilisant l'un des 3 serveurs DNS publics qui sont sur 114 DNS, c'est un provider de DNS, Google et Alibaba Public DNS, afin de récupérer une liste de 10 adresses IP de C2. C'est à lire, c'est passionnant. Si vous faites un peu de CTI derrière, je vous recommande fortement d'aller voir un petit peu ce groupe d'attaquants. Bon, c'est des Chinois, ils se sont fait calculer, mais ils ont utilisé des proxys. Intéressant. Enfin, pour finir cette revue d'actualité, il faut savoir que le Sens Internet Storm Center a publié un article intitulé « Géolocalisation et Starlink » qui examine comment le service Internet par satellite Starlink de SpaceX affecte la géolocalisation des utilisateurs. Contrairement aux réseaux satellites traditionnels, qui utilisent un nombre limité de satellites en orbite haute et attribuent des adresses IP basées sur l'emplacement des stations au sol, Starlink déploie une constellation de satellites en orbite basse. Ces satellites transmettent le trafic à la station terrestre la plus proche, généralement située à quelques centaines de kilomètres de l'utilisateur. Cette architecture permet une géolocalisation plus précise des utilisateurs de Starlink. Ça fait passer aussi de leur modèle économique. Starlink utilise l'AS 14593 pour le trafic client et attribue à ses clients des adresses IP privées conformes à la RFC 6598 en utilisant le bloc d'adresse 100.64.0.0/10. Ces adresses sont ensuite traduites en adresses IP publiques au niveau des stations terrestres via des mécanismes de ce qu'on appelle des carrier grade NAT ou du CGNAT. Et quand on regarde les identifiants de ces stations terrestres, ils vont être composés de 4 chiffres. C'est l'identifiant de la ville, 3 lettres, c'est le code de la région ou du pays. Et c'est suivi d'un X pour les stations qui sont situées aux États-Unis. C'est une petite particularité. Et un chiffre, c'est le numéro de la station. Cette configuration va permettre une géolocalisation plus précise du usateur de Starlink par rapport aux services satellites traditionnels. Cependant, des problèmes peuvent survenir avec certains sites web qui bloquent les adresses IP associées à Starlink, soit en raison de bases de données de géolocalisation obsolètes, soit par méfiance envers des utilisateurs de services satellites. De plus, bien que Starlink tente de transmettre le trafic à la station terrestre la plus proche, il existe des situations qui ont été identifiées où le trafic peut être routé à travers la constellation de satellites avant d'atteindre une station terrestre, ce qui peut affecter la précision de la géolocalisation. C'est un peu comme dans les films quand vous voyez les films de hackers, on vous montre des liens qui vont suivre différents pays. Tiens, il n'est pas en France, il n'est pas en Russie, il n'est pas en Chine, etc. Bon, vous pouvez jouer avec ce genre de choses. Et c'est pas parce que vous utilisez un service Starlink que vous allez être entre guillemets au bon endroit et au bon niveau. Personnellement, j'utilise une antenne Starlink pour ce podcast, et c'est vrai que suivant où je me déplace, je suis pas sur la même station. Donc, en résumé, cette architecture unique, parce que c'est quand même quelque chose de unique ce que Starlink offre, c'est cette géolocalisation des utilisateurs plus précise que les services satellites traditionnels.
Bon, il y a des défis qui subsistent. C'est un article de monsieur Johannes Ulrich, qui est le fondateur du podcast quotidien Stormcast du Sens Internet Storm Center, qui a célébré son 15e anniversaire en février 2024. Il faut savoir qu'il totalisait à ce moment-là 3685 épisodes de podcast journaliers. Non mais c'est un dieu vivant, le gars. Étant donné qu'il est publié chaque jour de la semaine, on peut estimer qu'aujourd'hui, au 22 janvier 2025, le nombre total d'épisodes de podcast est d'environ 4000. Vous vous rendez compte, 4000 épisodes qui sortent d'une façon régulière du lundi au vendredi. C'est une machine de guerre, ce gars. Franchement, respect. Hein. J'ai fait un calcul. Hein. Il me faudra encore 10 ans pour arriver au 4000e épisode de Radio Cessert. Vous vous rendez compte ? Ça sera terrible, quoi. Imaginez le... Bonjour, ici Radio Cessert. Aujourd'hui, nous avons appris le décommissionnement du Minitel. Malheureusement, il n'y a plus de réseau cuivre. Non, ça sera terrible. 4000 épisodes, j'en reviens pas. Bon, en tout cas, grand respect pour ce monsieur. Et voilà, cet épisode de Radio Cessert du mercredi 22 janvier 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, ne soyez pas timide. Merci beaucoup pour tous les messages que je reçois en privé sur LinkedIn. J'ai eu beaucoup de retours sur ces derniers épisodes. J'ai des mises à jour à faire par rapport à des investigations que je vous avais données grâce à mes amis de No Limit Sécu. Donc un très très grand merci à mes potos. Et laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir. Et petit private jokes, non Olivier, je n'ai pas une voix de crooner quand je parle sur le podcast. C'est juste une private jokes entre collègues.